qui regroupe, qui symbolise aussi l'ouverture, la croissance économique aujourd'hui au Maroc, est aussi due d'une grande part à un certain niveau au complexe portuaire Tangemed. Donc toujours, j'ai toujours tissé des liens particuliers avec cette ville. Donc ce sont ces liens qui m'ont orienté pour le choix de sujet, tout d'abord de ma thèse de doctorat, et aussi pour d'autres sujets de recherche, notamment des projets de fin d'études, parce que le sujet de doctorat était sur la réforme portuaire et les autres sujets concernant les travaux de projets de fin d'études, notamment pour le premier master en droit des affaires et le second en histoire, c'était sur l'histoire, l'évolution historique des villes portuaires au Maroc et aussi sur le complexe portuaire Tangemed. Donc aujourd'hui, je pense que le Maroc, ou l'économie marocaine d'une façon générale, est intimement liée au secteur portuaire parce que ça fait plusieurs décennies qu'on travaille sur le renforcement d'infrastructures portuaires, sur la création de nouvelles ou de nouveaux ports et de nouvelles structures portuaires. Nous travaillons aussi sur la création de certains liens forts entre notre économie, tout en l'orientant vers le secteur portuaire, vers la logistique, et aussi tout en l'orientant vers une économie bleue. Donc aujourd'hui, le Maroc a fait vraiment une évolution spectaculaire concernant tout ce qui est en relation avec ce secteur. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est on récolte les fruits d'une économie entre parenthèses portuaire. Mais avant d'arriver à ce stade, avant d'arriver au stade aussi d'ouverture sur d'autres horizons, notamment vers l'Afrique occidentale, l'Afrique subsaharienne, et aussi je renvoie aussi vers l'initiative royale, vers les pays du Sahel et subsahariens, pour qu'ils rejoignent l'initiative marocaine visant le renforcement de leur présence sur l'Atlantique et aussi tout en offrant des opportunités aux des pays enclavés dans une zone géographique qui ne leur offre pas vraiment un accès direct vers la mer et vers l'océan. Donc aujourd'hui, le Maroc leur propose aujourd'hui, pourquoi pas, bénéficier aussi de cette mouvance économique, bénéficier aussi de cette infrastructure marocaine portuaire et aussi pour créer une certaine croissance et aussi pour faire bénéficier leur pays des échanges commerciaux, notamment passant par l'Atlantique et aussi, pourquoi pas, par le bassin méditerranéen. Donc, on n'a pas arrivé à ce stade par hasard. C'est toute une histoire. La réforme portuaire au Maroc et le secteur portuaire d'une façon générale, lorsqu'on parle secteur portuaire, il faut toujours parler de deux étapes, deux périodes, deux phases, contradictoires parfois. Juste après l'indépendance au Maroc, on était un petit peu égaré, on était toujours en train de chercher quelle voie on va emprunter pour créer cette croissance économique, quelle identité économique on va doter le pays. Un certain temps, on s'est dirigé vers l'industrie, on s'est dirigé vers la recherche de certaines richesses naturelles pour renforcer la croissance économique au Maroc. Mais vraiment, ça n'a pas vraiment marché et ça n'a pas vraiment doté le royaume d'une identité économique forte. Au début, on s'est tourné aussi vers l'agriculture, on s'est tourné aussi vers tout ce qui est services, tourisme et tout ça. Mais par quel instrument? Après l'indépendance, le premier souci du gouvernement marocain, c'était un souci de souveraineté. Établir sa souveraineté. La première chose, établir sa souveraineté au niveau politique. Et c'est ce qui était fait avec notamment les premiers gouvernements, notamment celle aussi de Abdullah Ibrahim, et après qui a été gouvernée par le feu Hassan II, mais aussi une certaine souveraineté économique. En 1958, on a essayé de se détacher du franc français, de l'économie française. On a essayé de récupérer les terres agricoles. On a essayé, entre parenthèses, de maroccaniser l'administration marocaine et le tissu entrepreneurial marocain, tout en essayant d'encourager. Dans un premier temps, ça n'a pas marché. Le secteur privé marocain, ça n'a pas marché puisque c'était à l'époque un tissu traditionnel, classique, formé essentiellement de quelques commerçants et aussi de quelques entreprises, petites entreprises qui travaillaient dans certains secteurs, notamment les services et le tourisme et tout ça. Donc, ça n'a pas marché, ce qui a nécessité une intervention de l'État.
À partir de 1958, 1959, 1960, une intervention de l'État, une intervention pesante vraiment sur l'économie marocaine. Cette intervention s'est transformée à des monopoles accordés à certaines agences et entreprises publiques. Et parmi les secteurs qui incarnent cette tendance à l'époque de, 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 de domination publique de certains secteurs de l'économie, notamment c'est le secteur portuaire. Donc le secteur portuaire jusqu'à 1958-1956 était régi par un mode de gestion qui a instauré un certain partage de rôle entre le secteur public et le secteur privé, notamment la gestion et tout ce qui faisait partie de la gestion, de la régulation, du contrôle, ça fait partie des organes étatiques et publics, et tout ce qui est en relation avec le commerce, les services, l'exploitation, ça a été le rôle des secteurs privés, qui étaient composés essentiellement à cette époque des entreprises étrangères, notamment françaises et espagnoles. Mais ce souci de souveraineté, comme j'ai déjà cité, a poussé le gouvernement ou les gouvernements à l'époque de prendre plusieurs décisions pour nationaliser le secteur portuaire. Donc, on était devant une nationalisation qui n'a pas pris en considération les spécificités du secteur portuaire. Un secteur portuaire, on parle vraiment, c'est la colonne vertébrale de l'économie marocaine, sachant que 98% des transactions commerciales au Maroc passent par le port, puisqu'on est un pays quasi insulaire. Notre économie s'articule beaucoup sur le secteur portuaire. On n'a pas pris en considération ces données et ces spécificités. On s'est lancé dans une politique de nationalisation et on a confié la gestion et l'exploitation en même temps du secteur portuaire à des entités, à des structures publiques. Donc, ces décisions étaient au début édictées par des soucis de souveraineté économique et politique aussi. Il a causé tout d'abord, on a expulsé des cadres, des ingénieurs, des techniciens étrangers du Maroc. Le temps, on n'était pas encore préparé en matière des ressources humaines pour récompenser ou pour compenser, c'est-à-dire cette perte causée par cette expulsion de certains cadres et certains techniciens français et étrangers qui opéraient sur les ports marocains. Donc, c'était vraiment un héritage, une expérience abandonnée. Donc, on était dans l'obligation de reconstruire une expérience maroco-marocaine. Donc, c'est la première chose. Secondo, c'est de confier la gestion et l'exploitation d'un secteur vraiment à qui l'économie marocaine dépend d'une façon vraiment importante. Vraiment, c'était fatal puisque vraiment ces structures publiques, ces agences, ces entreprises publiques ont mené le secteur portuaire vers le chaos. Donc, on a créé une certaine régie pour gérer les ports de Casablanca et Mohammedia durant la période 60 et 70, mais à partir des années 80 notamment, devant la crise économique qui a vraiment secoué l'économie marocaine à cette époque, et sachant que c'était une crise, on parle pas seulement mais on parle de plusieurs crises en même temps qui ont secoué l'économie marocaine à cette époque, commençant par la sécheresse et aussi par la guerre au Sahara, aussi par la chute des prix de phosphate. Donc, cette complexité et cette situation vraiment a mené le Maroc à revoir ses orientations stratégiques et économiques. Donc, où les interrogations se sont multipliées concernant le secteur portuaire. Est-ce qu'on va le garder dans un état vraiment détérioré? On va le garder sous la tutelle du secteur privé, notamment du secteur public, notamment tout ce qui concerne la gestion et l'exploitation commerciale des services portuaires. On va changer. Donc, la réponse à ces interrogations, à ces questions, venait de l'extérieur du Maroc. Donc, ce n'était pas un souci intérieur et urgent pour le Maroc de libérer le secteur portuaire, de privatiser le secteur portuaire. Donc, pour faire face à cette crise durant les années 80, on était dans l'obligation d'aller chercher de d'aide financière d'après de plusieurs organismes et structures financières au niveau international. Donc, on s'est tourné vers la Banque mondiale, vers l'FMI. Donc, et bien sûr,
on était obligé aussi d'accepter des conditions, d'accepter certains plans de réforme, de réajustement structurel et tout ça. Donc, et parmi les secteurs ciblés par les dites réformes, on trouvait le secteur portuaire. Donc, on était dans l'obligation tout d'abord de s'incliner devant ces recommandations et ces structures et ces instructions émanant de ces bailleurs de fonds et aussi de ces structures financières. Donc, la première chose, c'était la libéralisation du secteur portuaire qui a commencé pas seulement à partir des années 2000, mais qui a commencé à partir de 1984. Donc, ici, il faut prendre en considération que le secteur portuaire a passé par une période transitoire entre 1984 et 2002. Donc, la gestion était confiée à l'Office national des ports, l'ex-ODEP. Donc, c'était une structure qui avait pour rôle, c'est de préparer le secteur portuaire à une éventuelle libéralisation de services portuaires, pour ne pas créer vraiment un choc au niveau des services portuaires, au niveau du secteur portuaire, et de condamner l'économie marocaine, sachant que déjà, j'ai déjà cité cette information, que l'économie marocaine dépend d'une façon très importante du secteur portuaire, c'est-à-dire 98% des transactions passent par le secteur portuaire. Donc, cette période transitoire qui a duré presque 20 ans a permis au Maroc de cumuler certaines expériences et de se préparer pour prendre la décision de libérer le secteur portuaire et de ne pas, pas privatiser le secteur portuaire. Parce qu'au niveau du secteur portuaire, on parle seulement de la libéralisation des services. Mais avant de passer à l'action, donc à partir de l'année, début du 21e siècle, donc, on avait devant nous plusieurs modèles de gestion d'exploitation du secteur portuaire. Il n'y avait pas seulement la question de la libéralisation des services portuaires, mais on avait aussi d'autres choix. Créer des ports autonomes, privatiser des ports privés, pourquoi pas? Parce que ça existe en Angleterre et dans certains pays anglo-saxons. Qu'est-ce qu'on a choisi? Qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi la voie, tout d'abord, la voie de créer des ports autonomes avant de passer à la libéralisation des services au sein des autres ports marocains. Donc, le début, c'était avec Tangemed en 2002. Donc, le choix de Tangemed, c'était tout d'abord, c'était un choix qui déroge à la règle générale régissant le secteur portuaire au Maroc, parce que l'ensemble du secteur portuaire était sous la tutelle d'office, on parle de l'ODEP, ce temps-là, mais à leur tour sont sous la tutelle du ministère chargé de l'équipement et des travaux publics à l'époque, et du transport et de la logistique après. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout d'abord dit pourquoi pas créer une nouvelle structure, créer un port autonome. Ce n'est pas un port privé, un port autonome géré par une agence dont le rôle se limite seulement à la régulation, au contrôle, à l'évaluation, à l'accompagnement et aussi au contrôle de la concurrence entre les acteurs au niveau de l'enceinte portuaire. C'est-à-dire on a créé une autorité de régulation. En même temps, on a confié tout ce qui est en relation avec l'exploitation commerciale du port à des opérateurs privés. À la fois des opérateurs, à ce temps-là, en 2002, on n'avait encore pas, on a encore pas encore créé des structures et des sociétés marocaines spécialisées en matière des services portuaires, notamment en manutention, pilotage, lamanage, dragage et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, pour faire évoluer aussi développer le secteur portuaire marocain, pourquoi pas faire appel à l'aide de certains grands opérateurs de transport maritime, notamment Maersk, CMA CGM. Et ce sont des compagnies qui possèdent aussi des filiales spécialisées en manutention portuaire. Tout d'abord, on a choisi la structure, c'est une structure portuaire de quatrième génération, notamment celle de Tangemed, qui dit on parle de complexe portuaire et pas seulement d'un port dont la principale tâche était de chargement, déchargement des marchandises et des conteneurs. Non, c'est un complexe portuaire, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs zones. Une zone de transbordement, une zone d'industrie, une zone dédiée au commerce. Donc, on parle d'un certain complexe portuaire. Mais ce n'est pas un complexe portuaire ordinaire, puisqu'il est doté d'une superstructure très avancé et très développé à l'époque, et aussi un tirant d'eau qui dépasse les 17 mètres, entre 17 et 24 mètres. Et cette spécificité technique a donné vraiment au complexe portuaire Tangemed un pas d'avance par rapport
au complexe portuaire et au port qui se situe à la proximité de la ville de Tanger et du port du complexe portuaire Tanger-Med. Donc, on a vu s'installer au port de Tanger-Med, au complexe portuaire Tanger-Med, l'APM Terminal, qui est filiale du géant maritime Maersk, et aussi l'Euroget, qui est une filiale du géant maritime français CMA-CGM. Donc, on avait vraiment besoin de ces grandes structures portuaires, primo, pour avoir accès directement aux technologies et suprastructures portuaires de dernière génération, et aussi pour profiter de la réputation de ces deux grandes compagnies de transport maritime, et pour aussi diriger une partie des flux maritimes vers ce nouveau port qui est le port de Tanger-Med. Donc, c'était une expérience tout d'abord articulée sur une approche partenariale, c'est-à-dire partenariat public-privé entre le gouvernement marocain, l'État marocain qui s'est en chargé de la création, de la construction de ce mégaport qui a coûté plus de 7 milliards d'euros ou de dollars à cette époque, et aussi approche partenariale puisqu'on a cédé l'exploitation, ou on a concédé l'exploitation des terminaux via des contrats de concession entre 20 ans et 30 ans pour ces filiales des dites compagnies maritimes. Donc voilà, donc c'était le début, c'était un laboratoire et je me souviens à l'époque que le ministre Karim Ghellab souvent disait que vraiment on attend les résultats de récolter les fruits de ce complexe portuaire, de cette expérience, de ce nouveau modèle portuaire au Maroc pour voir si on va le généraliser sur le reste des ports marocains ou non. Donc, cette aventure a commencé à partir de 2002 et vraiment le complexe portuaire a réalisé des chiffres vraiment extraordinaires qui a vraiment basculé l'équilibre entre les ports dans la région et vraiment il s'est avéré que le complexe portuaire a écarté les ports espagnols et même certains ports français et algériens de la scène. Vraiment, c'était une réussite spectaculaire, extraordinaire du complexe portuaire qui nous a poussé aussi à développer ce complexe portuaire et aussi pour l'élargir, c'est-à-dire on se contentait pas seulement du premier terminal. Aujourd'hui, on parle de 4 terminaux au niveau du complexe portuaire Tanger, mais aussi avec plusieurs zones industrielles, notamment celles dédiées à l'industrie automobile. Et aujourd'hui, je pense que le complexe portuaire Tanger-Med demeure la vraie locomotive de l'économie marocaine, notamment en ce qui concerne l'industrie automobile au Maroc. Donc, cette réforme, ce complexe portuaire et ce modèle de gestion, cette expérience vraiment a fortement inspiré le législateur marocain et a inspiré fortement les décideurs marocains pour opter pour une réforme profonde du secteur portuaire marocain. Cette réforme a touché 2 volets. Le premier volet, c'était un volet purement juridique, parce qu'on ne peut pas établir une réforme et garantir sa réussite en se contentant seulement de quelques mesures techniques et managériales. C'est-à-dire il fallait revoir tout l'arsenal juridique, et essentiellement l'arsenal juridique qui était composé essentiellement de certains textes vraiment archaïques qui remontent à l'époque du protectorat et après indépendance, notamment à titre d'exemple le texte juridique réglementant le pilotage portuaire, il remonte en 1917. Celui régissant l'autorité portuaire remonte en 1961. Aussi, certains textes régissant le domaine public maritime remontent à 1914. Et aussi, je vais ajouter une autre chose, c'est la question, c'est-à-dire on a commencé à réformer le secteur portuaire, mais on a omis de prendre en considération qu'on doit aussi réformer tout ce qui est en relation avec le commerce maritime, notamment les textes juridiques régissant le commerce maritime marocain. Donc, aujourd'hui, je pense jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas beaucoup fait à ce niveau. On a, toujours les textes sont au niveau du secrétariat général du gouvernement en attendant toujours la promulgation des nouveaux textes ou bien pour les rajeunir, sachant que ces textes remontent à 1919. Le DCCM, le Dahir sur le commerce maritime marocain remonte à 1919 et c'était juste une copie
du Harter Act américain qui remonte à 1886 ou 84, si je me souviens. Donc voilà, donc c'était tout un effort pour moderniser, pour rajeunir le cadre juridique et aussi pour rassembler les textes. Parce il y avait des textes juridiques archaïques et en même temps, il y avait des textes juridiques éparpillés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le législateur au début? C'est-à-dire au début de la réforme, c'est-à-dire de rassembler les textes dans un seul. Donc, c'était la loi 1502. Donc, la promulgation de cette loi nous a donné un texte juridique unifié, moderne, qui est vraiment qui est exceptionnel entre parenthèses, parce que si on fait juste une petite quête auprès d'autres pays, notamment l'Espagne, je ne pense pas la France, l'Espagne et certains pays voisins, et d'une façon générale, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'inexistence d'une réglementation spécifique pour les ports. Il n'y a pas une réglementation portuaire. Même au niveau de la législation internationale, il n'y a pas de conventions et de traités concernant le secteur portuaire. Donc, le Maroc est pionnier à ce niveau. Donc, on était parmi les premiers pays qui ont pris en considération et qui ont pris aussi le soin de promulguer ce texte juridique spécifique pour les secteurs portuaires. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, on a préservé le modèle tangérois à l'abri de la réforme pour on a entamé une nouvelle expérience qui était via cette réforme tout d'abord juridique et aussi managériale. Parce qu'est-ce qu'on a fait? On s'est inspiré du modèle tangérois. Donc on a dit voilà, on va créer une nouvelle agence qui est l'ANP aujourd'hui. Cette agence est une agence chargée de la régulation, c'est l'autorité portuaire. Donc, l'agence a des rôles bien définis. C'est la régulation, le contrôle, l'accompagnement et aussi le volet stratégique, c'est-à-dire c'est elle qui trace les grandes lignes stratégiques du secteur portuaire. Et bien sûr, elle est sous la tutelle du ministère et du gouvernement, bien sûr. Donc voilà, et tout ce qui est en relation avec l'exploitation commerciale des ports, donc on est opté pour la libéralisation des services. Ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait de l'ancien ODEP? Parce qu'au niveau de l'ancien ODEP accapare en même temps la gestion et aussi l'exploitation. Et puisqu'on a redéfini le rôle de cette structure publique, on a confié juste la régulation et tout ce qui est en relation avec la gestion à cette nouvelle structure publique. L'État a créé une nouvelle structure privée sous forme de société, entreprise, qui est Marsa Maroc. Marsa Maroc est une société privée, mais dont le capital est détenu majoritairement par l'État. Je pense qu'il y avait une certaine cession l'année dernière de certains pourcentages de son capital, je pense 40%, mais à 60% sont entre les mains de l'État. Donc l'État a devenu un acteur via l'entreprise. Et bien sûr, on a opté aussi pour l'ouverture du secteur public, du secteur portuaire à la concurrence. Donc, on a vu l'installation de plusieurs opérateurs, notamment celle de l'Eurogate, la PM Terminal, Marsa Maroc, d'autres opérateurs européens et émiratis aussi sont installés dans certains ports marocains, notamment celui de Casablanca. Juste à côté de ce volet juridique, il y avait un autre volet managériel. C'est pour la première fois qu'on parle d'une certaine stratégie portuaire au Maroc. Même après l'indépendance, on n'a jamais élaboré une vraie stratégie portuaire. Donc, à partir de 2015-2016, on a commencé à réfléchir comment on va élaborer cette stratégie à l'horizon de 2030, c'est-à-dire comment faire développer, évoluer, comment faire du secteur portuaire un secteur clé pour stimuler la croissance et pour aussi accélérer la mutation de l'économie marocaine, d'une économie fortement dépendante du secteur agricole et secteur de services et du tourisme, vers une économie vraiment où il domine l'industrie, il domine des secteurs en relation avec l'énergie renouvelable, avec la technologie et tout ça. Donc, et bien sûr, le passage par le secteur portuaire, c'était un passage obligatoire pour l'économie marocaine. Donc voilà, donc c'était aussi une stratégie qu'on a choisi à travers laquelle de répartir le secteur portuaire au Maroc à plusieurs pôles. On parle aujourd'hui de 6 pôles avec plus de 34 ports. Et on a des ports de commerce, des ports de pêche, des ports de plaisance. Et on voit que vraiment ici, on parle de l'industrie, on parle de l'agriculture, on parle du tourisme et des services,
Donc, le secteur portuaire n'est pas seulement un secteur dédié au commerce et dédié à l'industrie aujourd'hui. Non, il a des liens avec plusieurs secteurs économiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aussi juste à côté de cette répartition et cette création de six pôles? On a opté pour la modernisation des ports marocains, c'est-à-dire la création des nouveaux ports, notamment des ports de quatrième génération, des ports comme on a vu à l'image de celui de Tanger-Med, avec des tirants d'eau, des complexes portuaires, des ports de transbordement, et avec des tirants d'eau qui dépassent les 17 mètres pour qu'ils donnent la possibilité audit pour qu'ils accueillent des navires géants, des motherships. L'idée ici, c'est de renforcer cette capacité de l'infrastructure pour accueillir ces géants de la mer. Pourquoi? Tout d'abord, la plupart des ports qui se trouvent juste autour, à la proximité du Maroc, ce sont des ports anciens et ce ne sont pas des mégaports. Donc aujourd'hui, l'évolution de la logistique du transport maritime a mené notamment au recours à des navires géants qui transportent des centaines et des centaines de millions, notamment les vraquiers, notamment des matières premières, des hydrocarbures, et aussi concernant les conteneurs. Aujourd'hui, et on a des géants de mer qui transportent entre 8 000, 12 000 et 13 000 conteneurs. C'est techniquement, ces géants de la mer n'ont pas la capacité, non, ne peuvent pas, selon leur volume, ne peuvent pas déposer leur cargaison au niveau de certains ports parce qu'ils nécessitent un tirant d'eau qui dépasse les 17 mètres et se situe entre 17 et 24 mètres. Et ce sont rares les ports aujourd'hui qui offrent cette possibilité. Donc le Maroc s'est placé parmi les ports qui offrent cette possibilité au mothership. Donc, on a favorisé l'activité de transbordement. Donc, ces motherships viennent pour déposer leurs cargaisons, leurs marchandises et leurs conteneurs au niveau du port de Tanger-Med pour que après viennent des feeder ships, des petits navires, des moyens navires, pour qu'ils retransportent à nouveau les marchandises à leur destination finale. Donc, cette opération de transbordement, de chargement et déchargement, vraiment qui a vraiment fait évoluer de façon spectaculaire le volume des transactions et a placé le port de Tanger-Med parmi les ports leaders au niveau international. Aujourd'hui, je pense qu'il est placé, il est le 19e port selon certains classements internationaux concernant le trafic des conteneurs et les activités de transbordement. Donc voilà. Donc, mais qu'est-ce qu'on a essayé de faire aussi? On a créé des ports, on a créé des pôles, on a créé des ports de quatrième génération, mais aussi en même temps, on a essayé de créer une certaine complémentarité entre les ports. Si le port de Tanger-Med est un port de quatrième génération dédié au transbordement des conteneurs et aussi aux activités de RoRo, c'est-à-dire en relation avec l'industrie automobile. Aujourd'hui, on est en train de construire un autre port de quatrième génération dédié au transbordement, mais de vrac, des hydrocarbures. C'est celui de Nador West Med, un port qui va coûter, qui va coûter à peu près de 8 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc, on va créer une certaine complémentarité. Voilà, on a un port dédié au transbordement de conteneurs et aussi des ro des voitures, et un autre port dédié seulement pour le transbordement des hydrocarbures. Et ça c'est une réponse tout d'abord pour certains soucis en relation avec la souveraineté énergétique du Maroc, parce qu'il présente vraiment un problème pour l'économie marocaine, parce que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à satisfaire les besoins basiques en matière énergétique au Maroc. Même aujourd'hui, avec ce recours à l'énergie renouvelable, au gaz et tout ça, toujours l'économie marocaine souffre d'une certaine instabilité d'approvisionnement et toujours on est affecté par ce contexte instable, que ce soit des prix au niveau des marchés internationaux des hydrocarbures, aussi de ce contexte politique de temps en temps qui impacte, qui impacte aussi l'équilibre, que ce soit au niveau des prix ou que ce soit au niveau par exemple, je vais prendre en considération le conflit entre le Maroc et l'Algérie.
le conflit entre la Russie et l'Ukraine vraiment a fortement impacté même les livraisons et les quantités qui ont été à destination du Maroc. Donc vraiment, on dépend fortement à l'étranger et je pense que le port de Nador West Med représente une réponse logique et intelligente puisqu'on va recevoir des motherships qui vont venir au Maroc et qui vont stocker, ils vont stocker des quantités énormes des hydrocarbures au niveau du port de Nador West Med et c'est le Maroc qui va alimenter les autres ports par leurs besoins via des gazoducs. Bien sûr, aujourd'hui, je pense que la semaine dernière, ils ont donné le feu vert pour commencer à construire nouvelle ligne du gazoduc pour lier le port de Nador West Med au gazoduc qui lie le Maroc à l'Espagne, donc pour renverser les flux si pour renverser les flux vers l'Europe et donc faire du Maroc un pays exportateur malgré si on ne produit pas les hydrocarbures, on n'a pas de richesses à ce niveau-là, mais je pense que le port de Nador West Med va nous permettre de renverser la donne et d'avoir une réserve stratégique dépassant parfois les 6 mois, mais aussi une réserve qui sera renversée dans un sens contraire vers l'Europe et ça vraiment à travers laquelle le Maroc souhaite tout d'abord réaliser une partie de sa souveraineté énergétique en même temps réaliser des bénéfices en matière d'exportation des hydrocarbures. Donc voilà, on parle de certaines complémentarités, mais cette complémentarité n'est pas seulement entre les ports, mais aussi entre les intérêts économiques et les intérêts politiques du pays. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, il ne cherche pas à réaliser des intérêts économiques et purement économiques via cette politique portuaire, mais aussi des intérêts géostratégiques et des intérêts politiques. Et dans ce cas des intérêts politiques, il faut prendre en considération. Je vais vous donner l'exemple de l'Espagne. Donc l'Espagne, au début, elle a été furieuse contre la construction du complexe portuaire Tangemet. Il a essayé à maintes fois de créer des problèmes, de retarder la construction du port. C'était une vraie guerre qui s'était lancée contre le Maroc, contre la construction du complexe portuaire Tangemet, parce que les Espagnols, ils ont senti la menace, une grande menace qui menaçait la côte sud de l'Andalousie. Et c'était vraiment le cas, bien sûr, que aujourd'hui, le complexe portuaire Tangemet a gagné le pari, et vraiment, mais les Espagnols ont été plus intelligents que certains voisins. Ils ont, un certain temps, ils ont essayé de créer un climat de confrontation et d'exercer une certaine pression sur le Maroc pour qu'il désiste et se retire de ce grand projet. Mais après, on s'est dit, voilà, le Maroc est déterminé, il cherche à se doter de ce port et de doter son économie d'un instrument redoutable. Donc, qu'est-ce que les Espagnols ont dit? Voilà, on va au lieu de s'affronter avec le Maroc, on va coopérer avec le Maroc, on va collaborer avec le Maroc. Et je pense que cette collaboration avec le Maroc, qui a positionné l'Espagne aujourd'hui en tant que premier partenaire économique du Maroc au lieu de la France. Et aussi, je pense que c'est aussi cette collaboration entre le Maroc et les Espagnes via le complexe portuaire Tangemet, via l'installation de plus de 1500 entreprises espagnoles au Maroc et tout ça. Donc, ce sont ces tendances et ces orientations qui ont poussé les Espagnols à revoir leur positionnement à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc, tout en reconnaissant l'intégrité territoriale du Maroc et aussi tout en reconnaissant que le projet d'autonomie du Sahara marocain est la seule solution et le seul issue pour résoudre le conflit au niveau du Sahara marocain. Donc voilà, on a récolté des fruits et des intérêts au niveau politique et aussi au niveau économique. Et aujourd'hui, on veut essayer aussi une autre fois d'exploiter cette expérience portuaire marocaine, cette fois à travers la zone et la façade atlantique. La façade atlantique a été pour longtemps oubliée par le Maroc et la Marocaine pour certaines considérations. Aujourd'hui, et surtout à partir de cette dernière décennie, on a donné plus d'importance à cette façade tout à travers la construction, le réaménagement de certains zones portuaires, notamment celui d'Agadir, de Jorf al et aussi de la création des nouveaux ports, des nouveaux grands ports et méga-ports, notamment celui de Dakhla Atlantique.
Donc, cette tendance aujourd'hui de doter la façade atlantique de certains points portuaires, notamment celui de Dakhla Atlantique, a aussi été accompagnée d'autres orientations stratégiques, notamment et parce que le Maroc ne cherche pas à stimuler une certaine croissance locale juste au niveau des provinces du sud du Maroc, mais ce qu'ils veulent faire, c'est de faire du complexe portuaire Dakhla Atlantique un moteur de croissance régionale, c'est-à-dire au service tout d'abord de l'intégrité économique du Maroc et de l'Afrique occidentale, parce qu'aujourd'hui le Maroc s'est lancé depuis plus de 2 décennies dans une politique d'intégration économique et de rapprochement avec certains pays au niveau de l'Afrique occidentale. Et cette politique qui a débuté par plusieurs visites royales, qui a mené Sa Majesté le roi à certains pays, notamment au Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire, Madagascar, donc, et aussi à travers l'élaboration d'un cadre juridique composé essentiellement de plusieurs traités et conventions avec les dix pays. Et après l'encouragement de l'investissement, aujourd'hui, le Maroc est présent dans l'Afrique occidentale en tant que premier investisseur africain dans cette zone, avec plus de 4-5 milliards d'investissements. Et aussi, le Maroc est présent dans le BTP, le secteur financier, les assurances, les engrais, la communication, télécommunication, aujourd'hui le secteur portuaire. Et donc, le Maroc ne s'est pas contenté seulement de renforcer les liens entre le Maroc et les pays africains de la façade atlantique, mais il a proposé récemment, pourquoi pas, donner l'opportunité à certains pays subsahariens enclavés géographiquement et entourés par le Sahara d'avoir l'opportunité d'accéder directement via le Maroc à l'océan Atlantique, aux autoroutes maritimes de l'océan Atlantique. C'est-à-dire, et ça sera vraiment une solution pour certains défis et certains problèmes économiques et aussi sociaux, parce que cette région souffre économiquement d'une exploitation massive de ses richesses, notamment à l'état brut, et cette exploitation à l'état brut ne permet pas une forte croissance économique des dix pays. En plus, il y en a d'autres problèmes liés à l'immigration clandestine, liés à la sécurité, liés aux groupements terroristes qui circulent dans la région. Donc, le Maroc, via ce projet, propose à ces pays de se désenclaver, d'avoir un accès direct à la mer. Et aussi, je pense, bien sûr que c'est une proposition purement économique, mais bien sûr, il y aura aussi des intérêts et des politiques et géostratégiques à récolter pour le Maroc. Puisqu'on a vu que voilà, l'Espagne a changé radicalement sa position à l'égard du conflit au Sahara. Et je pense que la France aujourd'hui essaie de faire la même chose parce qu'aujourd'hui, je t'ai invité pour participer à une émission concernant la décision de la France d'encourager les investissements français dans les provinces du sud au Maroc. Et voilà un changement qui a été édicté par des considérations économiques. Aujourd'hui, on peut espérer même les considérations économiques vont mener ces pays aussi à prendre une position positive à l'égard du conflit au Sahara. Et je pense que même le Maroc a essayé plusieurs fois, même avec nos voisins algériens, de pourquoi pas via l'économie, via les intérêts réciproques entre le Maroc économique, bien sûr, et l'Algérie, d'avoir surmonté ces tensions entre les deux pays et pourquoi pas de normaliser les relations, puisque la normalisation aura des impacts positifs sur la croissance économique des deux pays, sur la population de la région. Donc aujourd'hui, je pense que le Maroc se lance dans cette politique. Bien sûr, cette politique cette stratégie passe aujourd'hui par le secteur portuaire qui a subi une transformation profonde durant ces 2 dernières décennies, passant du monopole de l'État à la libéralisation, de la présence d'un seul composant au niveau du secteur portuaire à la pluralité des acteurs portuaires. Et je pense aujourd'hui que la réforme portuaire, que le secteur portuaire est l'affaire de lance de l'économie marocaine qui va nous mener à réaliser, pourquoi pas, une certaine intégration économique
régionale. Pourquoi pas une intégration qui regroupe l'ensemble des pays de l'Afrique occidentale, sachant qu'aujourd'hui, que la boussole économique est un peu perdue, égarée pour certains pays au niveau de l'Afrique occidentale, suite à ces conflits et suite à ces renforcements c'est à ces conflits qui secouent notamment certains pays subsahariens. Donc aujourd'hui, le Maroc a lancé une bouée de sauvetage pour l'économie africaine dans cette région et pour certains pays. Et je pense que le retour a été positif. Donc, en attendant le reste de cet épisode, et j'espère bien qu'on va réaliser une vraie intégration africo-africaine et qu'il y aura vraiment il y aura des retombées positives sur l'avenir du continent et de la région de façon générale. Et je vous remercie infiniment et je suis là pour répondre à vos questions si vous voulez poser des questions. Merci à vous, Si Badr. En tenant à exprimer nos sincères remerciements pour Tabarakallah, la qualité et la pertinence de votre intervention, qui a grandement enrichi notre réflexion et aussi ça nous a permis d'approfondir notre compréhension de la réforme portuaire. Et maintenant, si vous nous autorisez, on laisse les participants poser leurs questions. À vous les paroles. Bonjour. 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 Je suis Belhaj Naufel, je suis ancien directeur pédagogique à HECRI Rabat et professeur universitaire à l'Université Hassan II. Donc d'abord, je salue la qualité de la présentation du professeur Badr. C'était très clair, c'était très précis, mais j'ai une question par rapport aux perspectives des ports marocains, surtout par rapport à la nouvelle concurrence. Parce que comme vous savez, dans le cadre du chemin de soie de la Chine, bien évidemment, il y aura beaucoup de ports qui seront créés, aussi bien en Méditerranée qu'en Afrique subsaharienne. Bien sûr, c'est prévu qu'il y ait plusieurs ports qui seront créés. Donc, quelles sont les perspectives des ports marocains par rapport à cette concurrence internationale ou bien à cette nouvelle concurrence portuaire? Regarde. Et merci beaucoup. Merci. Donc, y a-t-il une autre question ou je dois répondre question par question? Ce que vous voulez, Si Badr, libre, il Ok, n'y a pas de... merci Noufel. Donc, merci Serge Belge. Donc, concernant la concurrence, et bien sûr, on est toujours dans un contexte compétitif. Donc, je pense que les Marocains, ils ont pris en considération dès le début, avant de se lancer au niveau de la réforme et la création de ces méga ports, c'est d'avoir surtout un pas d'avance par rapport à notre concurrent. À nos concurrents. Parmi les concurrents de marque, c'est la France, l'Espagne, bien sûr la Chine qui vient de s'installer dans certains zones géographiques proches du Maroc, mais je pense toujours pour le Maroc, il a un avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel du Maroc, je pense, c'est son positionnement géostratégique. Parce que le positionnement géostratégique, juste à côté du détroit de Gibraltar, juste à côté du marché européen, c'est parmi les plus grands marchés du monde, et aussi juste à côté du marché africain, et aussi on est juste à côté des zones d'extraction des matières premières. Donc voilà, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui en train de faire? C'est de créer des zones portuaires juste à côté des marchés, juste à côté des zones d'extraction des matières premières. Et voilà, on dit aux investisseurs, vous pouvez venir au Maroc, investir au Maroc et s'installer dans des zones industrielles euh, exonérées d'impôts, exonérées de taxes avec des incitations fiscales et des incitations réelles. Donc voilà, c'est l'offre que présente le Maroc et je pense que jusqu'à aujourd'hui, que vraiment nos concurrents trouvent une grande difficulté pour assurer cette concurrence. Donc on est toujours à un pas d'avance. On a passé aussi à une vitesse supérieure parce qu'on ne se contente pas seulement de jouer à travers le complexe portuaire Tangemet, mais on a passé aussi à jouer à travers le complexe portuaire Nador Ouest Med, donc qui est dédié au transport des hydrocarbures. Donc, on a changé carrément d'activité, mais ça reste aussi dans la complémentarité. En même temps, on s'est lancé dans la construction d'un méga port au niveau du Dakhla Atlantique. Donc, ce port, c'est à travers lequel nous essaierons d'atteindre d'autres zones géographiques, notamment l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud et aussi l'Amérique latine. Donc voilà, on est toujours dans une course et on ne va s'arrêter pas là parce que selon
concernant la stratégie portuaire 2030, toujours il y en a d'autres projets de construction de mégaports. Il y en a le mégaport de Knetra Atlantique. Et on a aussi une certaine modernisation de l'infrastructure du port de Zorfosfar, du port d'Agadir. Donc, le Maroc, on sait bien que vraiment, si on veut réaliser les objectifs de la croissance économique, si on veut accélérer la mutation vers une économie industrielle, le passage est obligatoire par le secteur portuaire, raison pour laquelle on s'investit beaucoup à ce niveau et on sait toujours de garder cet écart entre nous et entre nos concurrents. Concernant la Chine, on a essayé plusieurs fois à établir une certaine collaboration, certains partenariats entre les Marocains et les Chinois. Et récemment, je pense qu'il y a des investisseurs chinois qui se sont intéressés par le complexe portuaire d'Akhla Atlantique pour créer une zone industrielle dédiée à la construction des batteries d'automobiles. Donc, si je me souviens, c'est avec un investissement de 20 milliards de dollars. Donc voilà, donc, parce qu'au Maroc, il n'y a pas des ports privés. Donc on ne peut pas vendre les ports aux Chinois, on ne peut pas vendre les ports à des sociétés privées. On peut concéder des services. C'est-à-dire les Chinois peuvent venir au Maroc via des sociétés de manutention, de dragage, de l'amarnage, de pilotage, je ne sais pas. Ils peuvent s'installer dans les ports via des contrats de concession de 20 ans à 30 ans et toujours l'État à la main supérieure. Donc il pourra dans n'importe quel, lorsqu'ils veulent, ils peuvent racheter les concessions et dire aux investisseurs, selon certains soucis de souveraineté nationale et tout ça, et de leur dire, voilà, je peux pas continuer avec vous. Donc voilà, donc toujours aujourd'hui, on a opté pour les ports autonomes, et on a opté pour la libéralisation du secteur, on a opté pour le renforcement de l'investissement dans le secteur, la création des nouveaux mégaports, et en même temps, on essaie d'exploiter au maximum notre atout stratégique, c'est ce positionnement au centre du monde, à côté des grands marchés et des zones d'extraction des matières premières, et aussi au long des plus importantes routes maritimes, passant de la Chine aux États-Unis d'Amérique, bien sûr, passant par le détroit de Gibraltar. Si vous avez d'autres questions, Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Zahir. Bonjour. Je suis Fatiha Lagri, directrice pédagogique et professeure permanente au HOCI. Merci. Alors merci Monsieur pour votre intervention qui était très très riche. J'aimerais bien juste ajouter un petit mot par rapport à la question de la concurrence. Oui. J'arrive pas à vous. oui, je pense qu'il y a un petit problème de connexion, Madame Oui, Lagri. oui, oui. Je sais bien que vraiment cette question de concurrence soulève toujours beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'on a la capacité d'assurer la concurrence? Surtout lorsqu'on renvoie vers les Chinois, le modèle chinois. Le modèle chinois, maintenant, surtout avec cette stratégie de la route de soie, il cherche à s'installer juste à côté des grands marchés européens et aussi au niveau de la région africaine, et tout en achetant des ports. Il achète des ports, toujours, par exemple, et je pense que cette voie est permise par certains États et pas par le Maroc. Au Maroc, on travaille selon un modèle bien établi qui donne la possibilité aux investisseurs étrangers de s'installer dans les enceintes portuaires via des contrats de concession et d'exploiter des services. La propriété des ports demeure toujours une propriété de l'État. Donc voilà. Donc, et je pense que jusqu'aujourd'hui, ce modèle de gestion et d'exploitation est un modèle qui a beaucoup servi au développement du secteur portuaire et de la réalisation des objectifs de ce développement et aussi de la croissance économique au Maroc. Donc voilà, et je pense que pour les Chinois, le Maroc, il cherche à établir une vraie collaboration avec eux. Et je pense qu'on a des projets qu'on attend toujours de voir les jours. Voir le jour, c'est le projet de Technoparc, je pense, à Technopolis à Tanger, et un autre grand projet aujourd'hui
en cours de discussion avec les Chinois qui veulent s'installer à Dakhla. Parce que l'installation à Dakhla, parce que les Chinois, ils visent d'autres marchés que le marché européen, ils visent les marchés de l'Amérique latine, ils visent les marchés africains et aussi, en même temps, ils cherchent à être à la proximité des zones d'extraction des métaux rares, notamment le cobalt et d'autres métaux, et aussi en même temps parce que le Maroc, on a déjà commencé à développer certaines technologies en relation avec l'extraction de certains minéraux du phosphate et de les employer au niveau de l'industrie des batteries électriques, des batteries automobiles. Donc voilà, donc les Chinois ils vont dire voilà pourquoi accepter l'offre marocaine, s'installer au Dakhla, créer ce méga complexe industriel, profiter de la proximité des zones d'extraction parce que ça sera moins cher pour eux. Aussi, la main-d'œuvre est moins chère. Même en Chine, aujourd'hui, la main-d'œuvre marocaine est très compétitive, sachant aussi que le Maroc, dans plusieurs avantages et incitations fiscales pour les avantages pour les investisseurs, sachant aujourd'hui que la nouvelle charte d'investissement accorde plus de subventions et plus d'importance à l'approche partenariale avec les investisseurs étrangers. Donc, je pense que le climat aujourd'hui est très favorable pour l'installation des investisseurs étrangers, que ce soit chinois, américains ou français au Maroc. Et je pense même aujourd'hui les Français, ils ont en cours de revoir leur positionnement politique à l'égard du Maroc pour profiter de cette dynamique économique. Et je pense avec l'installation des Chinois au niveau de Sahara marocain, on ne va pas soulever le problème avec eux. Donc, c'est une reconnaissance implicite et directe et claire de que vraiment c'est le Sahara marocain. Donc voilà, donc le Maroc cherche à réaliser, à récolter les fruits de cette politique, de cette tendance, de cette stratégie, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau économique. Ah, le projet de financement. C'est Ousmane. Merci Ousmane. Parce qu'aujourd'hui, je sais bien que lorsqu'on parle par exemple, le projet, le complexe Tangemed a coûté 8 milliards de dollars. Aujourd'hui, Dakhla ou Atlantique, il coûtera presque la même somme ou plus, 9, 10 milliards de dollars. Toujours on dit, on soulève certaines interrogations en relation avec la capacité de l'acteur public à financer ces grands investissements. Mais je pense que la voie de libéralisation a donné plus de possibilités aux acteurs publics, à l'acteur public et le gouvernement et l'État de recourir à des investisseurs privés pour qu'ils participent à cet effort de financement et garantir la durabilité de financement parce que c'est le plus important. Donc voilà, si on va voir par exemple le capital de l'agence Tangem est le capital du projet Tangem est décomposé essentiellement par les investissements du fonds Hassan II, mais aussi il y avait des fonds souverains émiratis, ceux de Singapour, d'autres investisseurs privés. Donc voilà, donc on a essayé toujours de rester dans cette approche partenariale. Même aujourd'hui au Maroc, ce partenariat on a essayé même de trouver une certaine base juridique et législative à travers laquelle on a élaboré, on a promulgué la loi 86-12 concernant le partenariat public-privé, donc pour donner plus de garanties à ces investisseurs et aussi pour donner la possibilité à l'État pour accéder à d'autres sources de financement. Donc voilà, il y a des financements émanant de certains investisseurs privés, des financements émanant de certains fonds souverains, certains pays amis et partenaires, et aussi des financements émanant de certaines structures de financement, notamment le Banque mondiale et certaines banques de développement africains et arabes. Donc voilà, on essaie toujours de diversifier le panier de financement pour garantir d'abord le financement et la durabilité du financement. Si Badr, je pense que c'est tout. On n'a pas eu d'autres questions. Aïssef, Encore une je suis fois. toujours. Oui, Oui, s'il vous plaît. oui, oui, Oui. bien sûr. Abdouahad. Je suis Abdouahad El-Khaili, doctorant en droit public, faculté de Suisse, droit. Oui. Ma petite question, premièrement, je viens de remercier infiniment M. Badr de cette intervention qui est très intéressante.
J'ai une petite question concernant l'environnement. Dans quelle mesure cette stratégie portuaire élaborée par le Maroc tenir compte des dimensions environnementales et urbaines? Et merci. Bien sûr, oui, oui, je pense aujourd'hui que cette préoccupation est majeure. Visons tout d'abord, lorsqu'on va croiser cette observation avec les engagements du Maroc au niveau environnemental, c'est-à-dire que, que, par exemple, le Maroc s'est lancé dans une politique, notamment qui accorde plus d'importance à l'énergie renouvelable. Et en même temps, on pose la question, si le Maroc se lance de plus en plus dans une politique, une stratégie qui favorise de plus en plus l'énergie renouvelable, quelle est l'utilité de la création d'un certain complexe portuaire dédié aux hydrocarbures? Donc, est-ce que cette décision n'est pas contradictoire avec les engagements du Maroc au niveau de la réduction de l'empreinte carbone et tous ces engagements issus des accords et des conventions ratifiés par le Maroc? Je pense que cette préoccupation est toujours là et on essaie toujours de se diriger de plus en plus vers des projets qui prennent en considération ces engagements. Aujourd'hui, le Maroc s'est lancé dans une stratégie de transition énergétique. En parallèle, il y a une certaine transition portuaire à l'horizon 2030. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, les dites stratégies sont en parfaite harmonie, vu qu'aujourd'hui le Maroc, dans une politique de transition, favorise de plus en plus le recours au gaz naturel dans un premier temps, en attendant l'achèvement des grands projets d'énergie renouvelable pour couvrir l'ensemble de ses besoins en matière énergétique. Primo. Secondo, en matière environnementale, il y avait une certaine question qui s'est posée lors de la construction du mégaport de Nador West Med. Sachant que ce port aujourd'hui est un complexe portuaire dédié au transbordement des hydrocarbures et le risque de pollution est vraiment très important si on va si on compare que vraiment la construction de ce complexe portuaire était faite dans une zone sismique où il y a des risques sismiques très élevés. Et donc, je pense que c'est parmi les choses qui ont vraiment retardé même la construction de ce port. Parce que la construction de ce port, l'achèvement de construction était prévu pour l'an 2015. Aujourd'hui, on est en 2024, on n'a pas encore terminé. Et je pense parmi les soucis majeurs qui ont retardé, les problèmes majeurs qui ont retardé la construction, l'achèvement de construction de ce port, c'est que le Maroc a pris en considération l'ampleur des menaces liées au risque sismique dans la région, parce que vraiment, si on va stocker des millions et des millions de tonnes de fuel, de pétrole et de gaz, donc, et au cas où il y aura un séisme, donc le risque environnemental est énorme et ça ne concernera pas seulement le Maroc, mais l'ensemble du bassin méditerranéen, puisqu'on parle d'une mer quasi fermée. Et donc, pour donner plus de garanties à nos partenaires et pour répondre aux engagements du Maroc en matière de protection de l'environnement, donc on a essayé de renforcer les garanties, notamment techniques, tout en renforçant cette infrastructure pour qu'il réponde aux normes internationales en la matière. Donc, les deux soucis, la protection de l'environnement et aussi le souci énergétique est présent, mais ça nécessite un peu de temps parce qu'on est souvent dans une période transitoire et je pense qu'aujourd'hui, il faut toujours intégrer cette dimension d'engagement environnemental du Maroc dans l'ensemble des stratégies économiques et pas seulement celle de la stratégie portuaire. Une deuxième question. Merci pour ces interprétations. Merci à vous aussi. Donc, il y a une autre question ici. Voilà, c'est une deuxième question, si vous me le permettez. Quels sont les défis et les obstacles potentiels à la réalisation réussie du port d'Arla Atlantique et quelles stratégies sont envisagées pour les surmonter? Aujourd'hui, je pense que le premier défi, c'est le financement. C'est 8 milliards de dollars et sachant aujourd'hui que vraiment il y a un déficit chronique frappant le budget général de l'État, même si on est en train de diminuer ce déficit, mais toujours ça existe. Et on a aussi d'autres priorités au Maroc, notamment
J'ai déjà cité la stratégie de la transition énergétique et ça bouffe énormément d'argent et aussi en matière de la croissance de l'économie et d'autres secteurs prioritaires. En même temps, on a un autre secteur prioritaire qui est le secteur portuaire. Donc, comment créer un certain équilibre? Et je pense que j'ai déjà renvoyé vers la formule adoptée par le Maroc, c'est de diversifier les partenaires. Et en espérant à travers cette diversification des partenaires, c'est de garantir la durabilité de financement du grand complexe Dakhla Atlantique. Concernant les difficultés techniques ou autres, je pense on va les surmonter parce qu'on a déjà accumulé une grande expérience au niveau du complexe portuaire Tangemed. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de reproduire la même ou le même modèle parce qu'on a déjà recopié ce modèle au niveau du port Nador West Med et on attend seulement l'achèvement des travaux, les liaisons ferroviaires en communication, le gazoduc et tout ça. Et on est en train de recopier. Donc, on a réussi le premier modèle, le deuxième, on est en train de réussir le troisième. Et je pense techniquement, au niveau de l'expérience, il est là. Ça reste juste un souci concernant la durabilité des financements. Et je pense que le Maroc a déjà plusieurs idées, plusieurs formules pour surmonter ces obstacles financiers. Donc, une autre question. Bonjour, Monsieur Badr, pour votre présentation. J'ai une question liée à la technologie. Comment l'intégration de technologies telles que l'Internet des objets, le blockchain pourrait-elle améliorer l'efficacité opérationnelle des ports marocains dans le futur? Et je pense aujourd'hui, au niveau du secteur portuaire, ce sera parmi les premiers secteurs qui va perdre beaucoup de postes d'emploi parce que c'est un secteur de plus en plus orienté vers la technologie, vers l'intelligence artificielle, vers la robotisation. Aujourd'hui, l'ensemble des opérations de manutention, pilotage, la manage, toutes les opérations sont effectuées par des machines, par des robots, et l'intervention de l'humain est de moins en moins présente dans les secteurs et les enceintes portuaires. Aussi, aujourd'hui, au Maroc, je vois que les opérateurs qui travaillent et qui opèrent au niveau des ports marocains sont des grands opérateurs. Lorsque j'ai cité le nom de le géant maritime Maersk, le géant maritime CMA-CGM et le géant aussi portuaire marocain Marsa Maroc, je parle des géants qui ont déjà pris en considération cette évolution technologique et essaient toujours de l'intégrer parce qu'il y a toujours un souci au niveau du secteur portuaire, parce qu'on essaie toujours de garantir une certaine qualité de service, une certaine efficacité, une réduction du coût. Et la réduction du coût, ça passe tout d'abord à travers la main-d'œuvre et ça passe à travers le temps que le navire passe au niveau de l'enceinte portuaire, au niveau du terminal, au niveau de chargement et de déchargement. Et c'est la question coût, vraiment, il est déterminante et je pense que le recours à la technologie, il sera une arme à double tranchante. Tout d'abord, il rendra les ports marocains plus performants, mais en même temps, on va réaliser des pertes énormes des postes d'emploi. Donc, j'espère bien qu'on va réfléchir comment établir un certain équilibre à ce niveau. Merci à vous. Encore une fois, un grand merci à tous pour votre participation et interaction, et à notre cher intervenant, Dr. Zraq, pour le temps accordé, sa disponibilité et surtout le partage de son expertise. Restez, Inch'Allah, à l'écoute pour nos prochains webinaires sur des thématiques passionnantes, tout en espérant, Inch'Allah, voir ces badars dans les différents centres HECI Maroc. Je sais que vous êtes très, très occupés. Je profite de l'occasion pour vous remercier pour toute votre contribution dans notre groupe. Je sais que vous êtes très, très occupés, mais à chaque fois qu'on a besoin de vous, c'est Badar Matchartan Nachoujena. Bon courage. On se dit, Inch'Allah, très bientôt. Inch'Allah. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie tous les participants à ce webinaire. Et je suis toujours à votre disposition. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon Ramadan et aussi Eid Mubarak Saïd. Merci beaucoup, Badar.